Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue à Paris La Défense Arena qui nous accueille ici exceptionnellement. Alors, c'est pas pour un concert, c'est pas pour un match de rugby. C'est pour un événement qui devrait être amené à grandir, à devenir, pourquoi pas, une célébration annuelle. Le rassemblement de tous les champions français des économies d'énergie. Je parle bien ici de cette nouvelle discipline collective qui consiste à œuvrer à plusieurs à l'échelle d'une organisation pour limiter l'impact d'une organisation, de son lieu de travail, de son outil de travail sur l'environnement. Ces champions s'entraînent tous les jours, trouvent des actions simples ou complexes, se motivent, se challengent et aujourd'hui se rassemblent pour atteindre un objectif qui est désormais inscrit dans la loi. Celui de diminuer sa consommation énergétique de 40% d'ici 2030. Alors au-delà de la loi, c'est évidemment la transformation environnementale qui nous rassemble aujourd'hui, parce que je rappelle que la consommation énergétique du secteur tertiaire, les bureaux, les commerces, les administrations, c'est 15% de la consommation énergétique française et 2 fois plus de gaz à effet de serre que le secteur aérien. Avant de donner la parole à ces champions présents ou passés, c'est un bonheur de vous accueillir ici. Moi, je voudrais vous entendre parce qu'il y a beaucoup de monde et on est dans un stade et j'ai besoin d'avoir un petit peu de bruit. Donc faites-en un peu. Et ça tombe bien parce que j'ai l'honneur d'accueillir celui qui est à l'origine de ce championnat aujourd'hui. J'ai nommé le directeur général de l'Institut français de la performance du bâtiment. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Voici Cédric Borel. Bonjour Cédric. Bonjour Marc. Bienvenue, merci d'être là. Merci à toi. On va commencer par une note éco-responsable, on va le dire. Allons-y. Il s'agit bien entendu de l'éco-mode, hein, et je crois que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. On y va. Regardez, vous avez notre logo qui est positionné comme cela et on va le faire passer en mode éco. On diminue un tout petit peu l'intensité déjà. Ça commence comme ça. Alors on va lancer cette compétition. Merci Marc, merci à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ici à l'Arena Paris La Défense. Donc je suis Cédric Borel, l'un des fondateurs de ce championnat. Et Marc, vous avez beaucoup de trophées, vous avez beaucoup de réussites sportives derrière vous. Je vous propose de faire de 70 millions de Français 70 millions de champions pour le climat, de champions des économies d'énergie. Les économies d'énergie, ce sont notre principal allié dans la bataille pour le climat. Avec la proposition d'action que je vais vous faire, je vous fais le pari que nous avons le pouvoir de changer ce qui doit l'être. De le changer dans nos lieux de vie, dans nos bâtiments, dans nos déplacements, mais aussi dans tous les combats que nous entreprendrons ensemble. Nous allons transformer peu à peu ce monde et peut-être en ce faisant, nous allons peut-être nous transformer un petit peu. Ma proposition est de faire des économies d'énergie un sport national. Il y aura des champions, il y aura des champions de France. Peut-être que ces champions de France iront au championnat du monde des économies d'énergie. Peut-être qu'ils y battront la Chine, les États-Unis, et sûrement la Russie. Est-ce que la COP, finalement, la conférence des Nations Unies pour le climat, ne devrait-elle pas être le championnat des économies d'énergie? Eh bien, c'est ce que je vais tenter d'explorer avec vous. Nous aimons la compétition. Ça fonctionne plutôt bien avec les êtres humains. Eh bien, je vais vous proposer d'explorer ça ensemble maintenant. Mais pour cela, d'abord, une petite carte postale. J'étais le mois dernier à la COP26 à Glasgow pour échanger avec des experts internationaux qui font les mêmes choses que nous dans d'autres pays pour échanger sur nos méthodes, sur nos actions. Et j'ai trouvé cette une dans un kiosque à Glasgow, justement en remontant de la COP jusqu'au centre-ville. On était entre des activistes du climat, on était entre les négociateurs, il y avait toute la presse internationale qui était là.
Alors, do or die, le Guardian a un chic pour les unes qui ont beaucoup d'impact. L'action, c'est bien sûr ce dont on a besoin tout de suite. Mais la COP, c'est comme copropriété, c'est peut-être la réunion de copropriété des pays du monde. Et tout le monde sait que les copropriétés, ça a des résultats toujours plutôt discutables. Voilà. Donc, il y aura une COP 25, il y aura une COP 35, une COP 50, une COP 120. Mais la question qu'on peut se poser, c'est d'où viendra l'action? Alors l'action, elle viendra évidemment de nous, de vous, de moi, dans nos responsabilités au quotidien, dans nos choix, dans nos gestes. C'est du terrain que viendra le changement. Alors, est-ce que les gens veulent du changement? Ça, c'est une vraie question. Si je continue dans mon kiosque à Glasgow, j'ai pu ramener aussi quelques magazines qui ne donnent pas vraiment espoir. Celui de gauche nous dit « formidable, c'est la fin du pétrole, on va passer à l'électrique ». Mais si vous lisez très finement les lettres qui sont en dessous, c'est « profitons-en, utilisons jusqu'à la dernière goutte, accélérons, il n'y en a plus pour longtemps, après ils nous passent tous à l'électrique. Donc profitons-en et on y va ». Et à droite, c'est simplement un article qui faisait l'apologie du tourisme spatial. À gauche, à l'intérieur, on nous dit que la voiture fait du 440 km/h. Elle consomme du 3 litres. Mais pas 3 litres au 100. Elle consomme du 3 litres à la minute. C'est un petit raffinement. À droite, dans l'article, je vois qu'on est à 2 tonnes de CO2 par personne. Alors je me dis super, 2 tonnes de CO2 par personne, c'est ce qu'on doit atteindre en 2050 pour être sobre, pour être dans notre transition et puis avoir respecté la planète. Non, c'est 2 tonnes en 3 minutes par personne pour se propulser dans l'espace. Alors, comment la science, qui est capable de nous porter toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, n'arrive pas à régler ce sujet simple de transition énergétique et d'économie d'énergie? Comment les êtres humains seront-ils capables de désirer, d'avoir la volonté de s'inscrire dans la transition énergétique? Comment vont-ils changer? Comment va-t-on changer nos organisations? Je vais l'explorer avec vous maintenant en confrontant ce que la science dit des êtres humains avec notre proposition d'action, avec nos idées. Et ce, à 3 échelles d'observation. La première, l'homme que nous sommes, l'être humain, l'homo sapiens, première échelle. Deuxième échelle, le cercle social, nos amis, la société, là où on travaille, les grappes d'êtres humains. Et la troisième échelle, ce sera les grandes organisations auxquelles nous appartenons toujours, quelque part. Alors je démarre par les neurosciences. Que nous disent les neurosciences de notre sujet? Eh bien, on a un cerveau archaïque d'abord. Et le cerveau archaïque, il fonctionne, il nous rémunère en plaisir pour 5 sujets fondamentaux. Le premier, c'est l'alimentation. Ça vient d'une époque où l'alimentation était extrêmement rare. Le deuxième, c'est de dépenser le moins possible d'énergie, parce que ça vient d'une époque où on pouvait s'épuiser et mourir d'épuisement. Le troisième, c'est la reproduction, parce que tout ça, c'est la survie et la perpétuation de l'espèce. Le quatrième, c'est l'information. Nous avons soif d'information, ce cerveau a soif d'information, parce que être sur ses gardes, c'est être sûr de survivre le jour d'après. Et enfin, soif de pouvoir, parce que ça garantit les 4 premiers points. Alors, ça tombe super mal. Si on suit le cerveau archaïque, l'animal qu'il est, l'être humain du futur serait quelqu'un dans son sofa, avec une pizza, commandée sur Uber Eats, le doigt sur la télécommande de la clim, et derrière ça, il regarde une vidéo qui n'est pas nécessairement une vidéo de chaton. Alors, ça tombe bien, c'est qu'on a un néocortex au-dessus de ça. Il régule tout ça. Il arrive à réguler nos instincts primaires. Mais notre néocortex, il aime bien ce qu'il est visible. Et malheureusement, notre ennemi est invisible. Qui a déjà vu une molécule de CO2? Pardon, si je parle cerveau archaïque, qui s'est déjà fait agresser par une molécule de CO2? Notre ennemi est invisible, et donc c'est une abstraction. Les économies d'énergie aussi. Si cette aréna fait 40% d'économies d'énergie, comment le saurez-vous, puisque ce n'est qu'une réalité au compteur de celui qui paye la facture? Alors j'ai une bonne nouvelle dans tout ça. La première bonne nouvelle,
c'est qu'il y avait un petit piège sémantique, un petit piège dans le vocabulaire. L'énergie, on aime ça. J'ai de l'énergie. Vous avez tous de l'énergie. Marc, vous avez beaucoup d'énergie. Et en fait, les économies d'énergie, ça tombe comme une punition. Mais en fait, économiser l'énergie vous donnera beaucoup d'énergie, quelque part. Parce que vous aurez du plaisir à réussir ce que vous entreprenez. Vous de la fierté, du courage. Vous deviendrez un aventurier. Vous rechercherez ces économies d'énergie. Et finalement, votre cerveau archaïque, il adore ça. Vous allez gagner quelque part. Vous devenez un aventurier de ces nouveaux temps. L'aventurier, ce n'est pas celui qui fait 3 litres d'essence par minute. C'est celui qui arrive à traverser l'Australie avec une voiture électrique et un panneau solaire. C'est ça la nouvelle aventure. Et votre cerveau archaïque, il adore ça. Pour le néocortex, il aime apprendre. Et vous apprendrez bientôt à détecter le carbone partout et le chasser. Il aime ça. Le cerveau du néocortex, il sait aussi se référer à une performance qui est un chiffre. 10 secondes au 100 mètres. 6-0, 6-0, 6-0. C'est aussi un chiffre. Voilà. Et donc, bientôt, vous aurez de nouveaux chiffres pour le carbone et pour le climat. Alors, je vous ai fait la première échelle, qui est l'échelle des êtres humains. Maintenant, je vais passer à l'échelle de la société. La société, c'est ce qu'on constitue tous ensemble, les groupes humains. Et il faut dire que nos systèmes ont une énorme inertie. C'est un complexe compliqué, c'est un concept compliqué que l'inertie. Ça fait des millénaires qu'on avance doucement, que la société évolue doucement. Et ça, c'est très rassurant, en fait. La norme sociale, elle est installée pour quelque chose. Quand vous vous réveillez le matin, les règles qui régissent ce monde ne sont pas très différentes de celles que vous avez quittées la veille au soir. Et donc, on peut continuer notre vie tranquille, c'est rassurant, c'est invisible et c'est assez immobile. Et ça nous continue, ça nous perpétue dans une société de consommation, ça nous perpétue aussi dans les habitudes qu'on a prises avec le progrès. J'ai une seconde bonne nouvelle, c'est que ce championnat et ce sport, les économies d'énergie, c'est un sport collectif. Depuis 8 ans, on a vu des gens en équipe, des hommes et des femmes, réussir des miracles en équipe pour réussir à changer le cours de l'histoire et pour installer une nouvelle norme sociale. Le poids de la norme, c'est ensemble que nous le vaincrons. Vous écrivez votre histoire, vous le faites avec un groupe d'alliés, et la nouvelle norme, vous êtes dedans, vous êtes in, et le reste du monde est out. C'est vous qui l'écrivez. Et enfin, les grandes organisations. Alors, elles sont nées sur des modèles simples, sur des modèles historiques, et plus c'est grand, plus ça a des difficultés pour bouger. Alors, ça me rappelle pas mal d'entreprises qu'on croise, parfois me rappelle le rugby ou le foot, dans lequel je verrai un entraîneur calculer son système de jeu. Est-ce que je fais un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, etc. Mais ils ont juste oublié de mettre des joueurs dans les vestiaires. Ils sont focusés sur la théorie, sur la stratégie, sur les PowerPoints, mais ils n'ont pas encore entraîné leurs muscles à faire les économies d'énergie. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que les règles de ce championnat, c'est de laisser parler le terrain, c'est de muscler le terrain, et partout où on consomme de l'énergie, que les gens puissent en faire des économies. Notre sport est un sport de terrain. Et ça laisse de la liberté, de la créativité. Et ça laisse, vous savez, les champions dans les clubs viennent souvent des clubs réservoirs. Vous détecterez vos champions comme ça. Et vous ferez votre transition énergétique. Alors, qu'est-ce que je vais raconter à la COP 27 ? Ce serait bien que ça devienne les championnats du monde des économies d'énergie, les Jeux olympiques du climat, pourquoi pas. Si toutes les nations du monde entreprenaient les méthodes pour la conduite, pour l'éco-conduite, pour les bâtiments qui sont derrière moi, la Chine, les États-Unis et l'Inde, seuls économiseraient 750 millions de tonnes de CO2 par an. Et ça les mettrait sur la trajectoire des accords de Paris et de la COP 21. 750 millions, c'est énorme. La France, c'est 500 millions par an. Alors voilà notre méthode pour transformer 70 millions de Français en 70 millions de champions. 1. Créer un nouveau sport, les économies d'énergie. Créer le championnat de France des économies d'énergie. On espère que les champions de France des économies d'énergie qui sont parmi vous seront à la COP 27 avec moi pour expliquer au reste du monde comment ils font. Et Marc, je vous laisse avec une dernière pensée. Ce sont les champions qui écrivent l'histoire. Voilà. Merci Cédric. Cédric Borel, merci beaucoup pour cette introduction
et ces mots, et nous pouvons dire d'ores et déjà que nous déclarons ouvertes ces championnats de France des économies d'énergie 2022.